Bonjour à tous, soyez le bienvenu dans ce dernier café littéraire de la semaine. Nous allons finir en beauté avec une sélection de 5 pépites fiction ado, du roman, de la poésie graphique, du théâtre revisité, de l'engagement pour les peuples premiers et du polar bien noir. La création pour ados est en effervescence pour cette 40e édition du Salon du livre et de la jeunesse. On en parle avec les auteurs et autrices qui vont se succéder autour de cette table. Mais vous le savez, café littéraire ou sélection pépite, je suis toujours accompagné de 2 jeunes lectrices, là en l'occurrence, à mes côtés, qui sont Zoé et Elwen, 2 membres du Book Club Passe Culture. Elles ont lu, elles ont travaillé, elles ont beaucoup travaillé. Parce que là, il y a à peu près une dizaine de feuilles de questions. Donc je ne sais pas si on va arriver à toutes les placer, mais en tout cas, le boulot a été fait. Moi, je suis ravi d'avoir travaillé avec vous, mesdemoiselles. Alors, Zoé, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, je m'appelle Zoé, j'ai 16 ans. Et écoutez, je fais partie donc, du Book Club, comme Willy l'a mentionné. Et on a bien lu tous les livres, on a tout adoré, avec certaines préférences, comme toujours. Mais c'était vraiment un plaisir. D'accord. Quel genre de lectrice es-tu, Zoé ? Alors moi, je suis cette lectrice snob qui lit des essais sur la société et la politique. Donc ce genre de lectrice... Très snob. Très snob. Tu sais, quand tu dis, tu lis quoi ? Moi, je lis un livre sur les algorithmes, en ce moment, c'est passionnant. Mais à l'occasion, certaines fictions, comme ça a été le cas pour cette remise de prix. D'accord. Elwen, tu as 18 ans, tu es en terminale. Qu'est-ce que tu fais avec le book club du Passe Culture ? En quoi ça consiste ? Explique-nous un peu. Alors, on reçoit tous les mois quelques livres et ensuite nous donnons notre avis dessus. Donc, on a une question, si on a aimé, quelle note, tout ça. Et voilà, vraiment, on donne notre avis sur ces livres. D'accord, vous faites un travail de journaliste en fait. De chroniqueur, de journaliste, ça ressemble à ça ? Bah oui, un peu. Ouais, c'est chouette quand même. Oui. Quel genre de lectrice es-tu ? Si je vais dans ta chambre, je regarde ta bibliothèque, je vais trouver quoi comme livre ? Beaucoup de fiction. Ouais. J'aime beaucoup ce qui va être la fantaisie, le fantastique. J'aime beaucoup aussi le théâtre. Voilà. D'accord. Écoute, en tout cas, il y a tout ce que tu aimes dans la sélection, oui. je crois. Super, on est ravis. En tout cas, merci encore d'être là à nos côtés. Alors, on a une très belle liste d'invités aujourd'hui. On a Edith Azam et Pauline Barzilaï pour Rien à faire, on s'embourbe, aux éditions Le Port à Jauny. C'est un recueil de poèmes illustrés. Sébastien Gendron sera dans le collimateur, aux éditions Pocket Jeunesse, un polar haletant, une course-poursuite suffocante et un parcours de vie plutôt angoissant pour le héros Gabriel. Mon premier illustre, la seconde écrit, Régis Lejon et Rachel Coren-Blitt revisitent le mythe d'Antigone. Ils seront aussi à nos côtés. Et nous aurons une pensée, mais aussi un magnéto de Jean-François Chabas, qui est auteur de La Terre Rouge, Abus du sang, aux éditions courtes et longues, qui n'a pas pu être des nôtres, mais il y sera. En tout cas, puis vous nous donnerez votre avis sur ce livre que vous avez adoré. Et puis pour commencer, vous connaissez la formule que j'aime pas du tout. Tiens, je vais la placer là. À tout seigneur, tout honneur. On attaque avec la pépite 2024 de la fiction ado, La danse sauvage d'Harmonie Stark de Sigrid Baffer et Jean-Michel Paillet. Soyez les bienvenus tous les deux. Alors, comme vous avez reçu la Palme d'Or pratiquement du Festival de Cannes, c'est la pépite d'or chez nous. Bon, qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce que ça représente ? Très sérieusement, quand même, c'est une sacrée récompense, Sigrid ? Alors déjà, c'est une très grande joie, mais et surtout pour les 40 ans du Salon. Ça, on s'en souviendra. Là, on s'en souviendra, mais c'est une joie qui vient de très loin avec Jean-Michel. Elle vient de l'Ouest, d'accord, mais aussi de loin. Western, attention, Western de l'Ouest. Ouais. Parce qu'en fait, avec Jean-Michel, ça fait 15 ans qu'on se connaît et on a déjà travaillé un certain nombre de fois ensemble. Et là, c'était un tressage de 2 écritures encore plus serrées. Et donc là, c'est cette joie-là. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les contrats, on les divise par 2, mais la pépite, ça fait coup double. Ouais. C'est encore mieux que de l'avoir tout seul. Ouais. C'est difficile à imaginer et à expliquer, mais c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. C'est-à-dire que ça
j'ai le mot sacre qui me plaît pas non plus. Enfin, je l'ai pas employé. Hein. Non, mais c'est moi qui l'utilise. D'avoir fait ce travail ensemble, je trouve que ça le couronne. On est ravis pour vous, en tout cas, félicitations. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on attaque les questions ? En fait, c'est juste pour compléter, c'est pour dire qu'en fait, ce livre, il est né vraiment avec un plaisir de littérature et de jeu d'enfant, et en fait, ça consacre ça. En fait, on s'aperçoit que quand on a un plaisir immense en amont dans l'écriture, peut-être que le lecteur en aura un petit peu à l'arrivée. Et en tout cas, nous, on a joué comme des gosses. Voilà. Nous, on s'est bien amusé aussi. En tout cas, on va voir ça avec Elwen. Hein. C'est toi qui dois nous résumer un peu la danse sauvage d'Harmony Stark à l'école des loisirs. On t'écoute. Alors, dans la danse sauvage d'Harmony Stark, nous suivons l'histoire de grands et petits avec leurs juments, rescapés de la tuerie ayant eu lieu chez eux. Alors, une nuit, un individu a tué le vieux Fillmore, leur père adoptif, par balle, et puis ensuite a mis le feu à la grange, tuant ainsi les autres enfants. Leur seul espoir est de retrouver la veuve Edmée qui doit les aider et surtout se venger de la personne qui leur a fait ça. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce que j'ai apprécié les personnages forts et attachants. Ensuite, l'image de la femme forte que vous avez mis dans votre roman. Ensuite, forte au pluriel, hein ? Oui. Hein, au pluriel. Ensuite, les liens qu'il y avait entre les héros et qui nous plonge dans un univers western vraiment particulier et vraiment attachant. Zoé, ton avis ? Moi, ce que j'ai adoré, c'est l'aspect très cinématographique de votre livre. Surtout la fin, j'ai rien dévoilé, mais on a un véritable tableau de... C'est interdit, ça. Non, surtout pas, je sais. Attention. On a un vraiment tableau cinématographique. Je pense que si John Wayne avait pu lire votre livre dans les années 60, on aurait le blockbuster de l'année. Est-ce que John Wayne savait lire ? Je ne sais pas. Si, peut-être, oui. Il est caché dans le livre sous son vrai nom. Il s'appelait Morrison et il y a le nom du ranch Morrison dans le livre. C'est un clin d'œil à John Wayne. Je savais pas, mais c'est bien. Allez, on attaque les questions si vous voulez bien. Yes. Alors, j'ai parlé des westerns, je parlais de John Wayne, parce que quand on parle de western, on pense souvent aux vieux films des années 1960. Mais vous, en 2024, vous sortez un livre western. Alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi cet univers comme ambiance du livre ? Qu'est-ce qui vous fascine autant dans le western, finalement ? Alors, déjà, avant d'arriver au western, ça a démarré dans une boulangerie, en fait. Parce qu'on était en plein Covid et on n'en pouvait plus de pas être dans les grands espaces. Donc, le western, au départ, il y a eu cette histoire aussi d'envie de grands espaces, quoi. Voilà. De qu'on s'amuse, de cold, quelque chose d'âpre. Voilà, ça a démarré. Et puis, en fait, là, je vais passer la balle à Jean-Michel, mais on voulait jouer aussi avec un univers, effectivement, cinématographique qu'on partageait. Alors voilà, il y avait ce partage de l'univers cinématographique et puis c'est aussi intéressant, on avait ces références communes, mais on n'avait ni l'un ni l'autre jamais fait de western. Donc c'était une bonne occasion d'aller défricher une terre qu'on n'avait pas arpentée encore, d'une part, et d'autre part c'est bien d'essayer d'aller dans des registres qui ne sont pas présents sur toutes les tables des libraires à un moment donné. Donc, comme Zoé l'a dit, les westerns, c'est quelque chose d'assez vieux. Les codes du western, ils montrent souvent les femmes comme des personnages sans importance ou sous-représentés. Pareil pour les Indiens, qui est aussi présent dans votre roman. Et est-ce que vous avez cherché à retourner ces codes classiques du western ? On n'a pas cherché. On ne s'était pas donné a priori des principes, on n'a pas eu des discussions philosophiques pour se dire il va falloir que. On a laissé venir. Les personnages tels qu'ils sont apparus, ils étaient déjà forts. Alors, c'est comme toujours, on a l'impression d'être mené par le bout du nez par nos personnages. On y a quand même un petit rôle, mais les personnages, on ne les imaginait pas autrement. Je pense que quand on écrit un livre historique, puisque c'est d'une certaine façon voilà, dans l'histoire, on l'écrit toujours à une époque donnée. Et donc le livre parle plus de nos jours que du 19e siècle aux États-Unis.
En fait, je pense aussi que naturellement, quand on pense western, on imagine effectivement, on a tous l'univers hollywoodien. Alors quand on s'est quand même un petit peu documenté, et c'est vrai que le western, avant tout, c'était des fermiers, c'était des commerçants, c'était des orpailleurs, mais c'était des petites gens qui ont tout fait avec juste avec leurs mains et 2 cailloux. Et en fait, cette âpreté-là, c'était ça qui nous intéressait dans le western. Et voilà. Et au niveau des femmes, moi, c'est vrai que j'avais cette grande frustration parce que j'ai vu quelques westerns aussi. Et à part Johnny Guitar, on peut pas dire quand même qu'elles sont à la fête. C'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, moi, j'ai imaginé les femmes au Far West. Déjà que les hommes, la vie était dure, mais alors les femmes, c'était l'enfer quand même. Et je savais, moi, en tout cas, que j'avais un filet parce qu'avec Jean-Michel, qui a des romans où les femmes ont une grande présence, une liberté, voilà. Donc je savais que j'étais avec le plus féministe des cow-boys. donc et ça, c'était génial. C'est très beau, le plus féministe des cow-boys. Félicitations. Donc au final, vous avez quand même un western très contemporain, 2024. Vous avez quand même cherché à revisiter ces codes, non ? Je crois qu'encore une fois, je reviens au jeu d'enfant parce que nous, pour moi, un cow-boy, on s'est dit très vite, notre cow-boy, il a perdu. Bon, ça, je dévoile rien en disant ça, il perd sa jambe assez vite. Donc, on savait, ok, c'est un cow-boy, mais bon, il aura une patte de bois. Ok, il y aura une veuve, mais elle va être un peu spéciale, elle va trimballer quelque chose d'un peu spécial. Ok, enfin, mais c'est juste parce qu'on a le même humour et qu'en fait, il y avait ça, il y avait la volonté de se surprendre l'un et l'autre. Quand on avait fini une phase d'écriture et qu'on l'envoyait à l'autre, c'était soit avec un suspense dont on ne connaissait pas la solution, soit une invention qui nous semblait décalée, voire un peu barrée. Des pots de banane. Voilà. Oh, des pots de banane. Débrouille-toi avec ça. Donc, c'est du challenge en fait. Hein. Oui. C'est ça, c'est du challenge constant. Oui, l'idée de se surprendre l'un et l'autre faisait partie du jeu. Donc, mais c'est quoi? C'est paragraphe par paragraphe? C'est quelqu'un c'est vous qui vous occupez des personnages féminins, allez dans le cliché, et vous les durs, le cowboy féministe? Absolument pas. Non. En fait, déjà, on avait déjà écrit ensemble, mais on n'avait jamais autant tressé. Et alors, je raconte juste une petite chose, c'est que quand on est sorti de la boulangerie et qu'on s'est dit, bon, on a besoin de grands espaces, chiche, on fait un western. La semaine suivante, Jean-Michel m'a envoyé, parce qu'il a tous les talents et donc il est aussi dessinateur, aquarelliste, il m'a envoyé une enveloppe où il y avait une montagne et dedans il y avait des petits fragments de textes de livres anciens que tu avais dû découper, avec une phrase un peu insolite. J'ai commencé à rebondir sur quelques lignes simplement, et puis il a pris la suite, mais c'était en plein milieu du chapitre. Et en fait, à chaque fois, on s'est donné le crayon et le clavier, mais en plein milieu, à des endroits insolites. Quand on était au bord de la falaise, quand il y en a un qui allait plonger, quand il y en a un qui était prisonnier. Enfin, c'était à chaque fois vraiment au bord de la falaise qu'on se donnait le... On a moins de blocage, du coup, quand on travaille à deux, ou c'est désinhibant, c'est quoi? Peut-être qu'il y a cet effet-là, c'est-à-dire que quand on est dans une phase où on se dit là, qu'est-ce que je vais faire derrière, plutôt que de se poser la question, on envoie au collègue qui reprend et qui va l'aborder d'une façon différente, avoir un regard nouveau et qu'on n'attendait pas et qui va emmener l'histoire à un endroit qu'on découvre. En fait, je crois qu'il y a aussi une histoire de complémentarité, parce que dans notre écriture, on s'est rendu compte qu'on est très, très, très complémentaires. On est à la fois très différents et en même temps, on a les mêmes références. Et toi, tu es dans l'architecture beaucoup et peut-être je suis un peu plus faux-follet sur la musique ou la chair des personnages. On est très, très complémentaires. Justement, Sigrid Baffer, vous qui êtes parolière, c'est vous qui avez composé la chanson présente tout au long du roman, qui en fait est comme le fil rouge du roman. Oui et non. Elle est partie de fragments de Jean-Michel. Enfin, c'est un puzzle. Voilà. Donc, effectivement, il y a un petit peu de paroles. Oui, mais c'est quand même elle. C'est quand même elle. C'est-à-dire que moi, c'était des découpages dans des vieux romans populaires des années 20 qui étaient des ruines, je ne sais même plus le titre, et je découpe des phrases qui me semblent saugrenues, tirées de leur contexte. Je colle ça sur des images, etc. C'est Sigrid qui s'en est saisie et qui a écrit le début de l'opéra. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi justement d'avoir la musique comme fil rouge dans le roman? Parce que comme dans le genre western, c'est vrai que la musique comme fil rouge, on se dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le mot choisir, moi, me pose une
difficulté à répondre, puisque comme on le disait tout à l'heure, c'est beaucoup plus spontané. C'est-à-dire qu'on n'a pas été très, très organisé en se disant on choisit ci, on choisit ça. Les choses sont venues comme ça, par surprise. Et alors, l'idée aussi que on soit un petit peu en décalage. C'est pas forcément un thème qui était très présent dans les westerns. Donc on disait que Sigrid Baffer était parolière, mais vous, Jean-Michel Payet, lorsque vous n'écrivez pas, vous êtes architecte. Donc ce qu'on se demandait, c'était est-ce que écrire un livre, c'est un peu comme faire les plans d'un bâtiment ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a des mots communs, comme la structure par exemple, et quand on écrit un livre, on pense au lecteur qui va rentrer dedans, qui va avancer, se déplacer. Il y a quelque chose, et en plus là dans le western, il y a quelque chose de spatial. Et on peut faire un parallèle effectivement avec la façon dont on conçoit un habitat, on rentre dedans et ainsi de suite. Il y a effectivement des rapports. Une dernière question ? Et du coup, comme vous avez pu mêler vos deux métiers respectifs en dehors de l'écriture, comment chacun a pu mettre sa patte pour construire tout ça? Parce que vous êtes architecte, vous êtes parolière, mais ça n'a rien à voir, entre guillemets. Et pourtant, on le retrouve très bien dans votre roman. Si, la chanson a tout à fait à voir avec le roman, quand même, dans le plaisir des mots. Après, en fait, encore une fois, là, je reviens au fait, ce que vient de dire Jean-Michel, rien n'a été calculé. Alors, bien sûr qu'à un moment donné, il y a de la maîtrise quand même. Bien sûr qu'à un moment donné, on organise un petit peu. Mais il y a eu vraiment cette... je crois qu'il y a eu un moment de grâce, comme il n'y a pas d'autre mot. Il y a vraiment eu une jubilation. En plus, on était dans la double... On était à la fois acteur et spectateur, puisqu'à chaque fois qu'on donne à lire à l'autre, il est le premier lecteur. Et ça, en fait, c'est ça qui a fait le liant, c'est cette joie et de partage et de surprendre. Mais on ne s'est pas posé la question de musique, d'architecture. On a juste jonglé avec des choses qu'on adore faire. Et en plus, à deux, alors ça double le plaisir, quoi. Je crains que ça soit difficile de retourner tout seul derrière l'ordinateur. Hein. Non, je pense qu'il faut que ce soit en parallèle. D'accord. C'est important aussi d'avoir des espaces à soi. En tout cas, vous avez jubilé à l'écrire. Nous, on s'est régalé à le lire, vraiment. J'invite tout le monde à découvrir La danse sauvage d'Harmonie Stark de Sigrid Baffer et Jean-Michel Payet. Merci beaucoup. Et encore félicitations pour cette pépite, d'or. On va découvrir un peu la bande-annonce des pépites sélection livres illustrés. On se retrouve juste après. Émission spéciale Pépite pour terminer cette semaine du Café littéraire. Alors on est un petit peu désolé parce qu'on devait recevoir Jean-François Chabas qui n'a pas pu être des nôtres. Et il s'en excuse parce qu'il avait à cœur de présenter son livre La Terre rouge a bu le sang, mais peut-être plus encore de défendre ici auprès de vous, auprès de nous, auprès de tous les participants au Salon du Livre, la culture aborigène. Alors je voudrais, Zoé Louen, que vous me résumiez au moins ce livre. Je voudrais qu'il soit avec nous quand même, Monsieur Chabas. Oui. Alors La Terre rouge a bu le sang, c'est un roman certes pour ados. En fait, c'est avant tout un roman qui s'apparente presque à une étude sociologique, presque scientifique de l'espèce humaine sur plusieurs siècles. Parce qu'on a la présence de 2 extraterrestres qui nous viennent d'une autre planète, qui arrivent sur Terre pour étudier l'espèce humaine. Donc leur présence permet de prendre vraiment du recul sur l'espèce humaine et de la commenter depuis un œil externe, notamment en parlant des cultures aborigènes et de toutes les horreurs qui ont été commises envers elles. Alors je disais, Jean-François Chabas n'est pas avec nous, mais si, il l'est quand même un petit peu puisqu'il nous a envoyé cette vidéo. Ce drapeau est celui des tribus aborigènes. J'étais encore avec eux l'année dernière pour un long séjour de 5 mois. C'était mon 3e séjour avec eux. J'ai passé une année cumulée avec ces gens. Ces tribus, Bardi, Pitjantjatjara, Noongar,
Yawuru, Pintupiruridja, ils sont des centaines de tribus et des centaines de langages à travers l'île. Ces gens souffrent énormément. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit La Terre Rouge a bu le sang. J'ai écrit ce roman sous un angle fantastique et extraterrestre pour attirer des lecteurs plus nombreux, mais surtout pour dénoncer le sort terrible qui est fait à ces gens. On imagine que le racisme et la violence dont ils font l'objet est une chose du passé. Ce n'est absolument pas le cas. Les gens continuent à se faire tuer. La drogue, l'alcool, le taux de suicide est dément. Le taux de violence familiale est incroyable parce que ces gens sont totalement désespérés. Imaginez ces gens qui ont survécu aux serpents venimeux, aux grands crocodiles, aux requins, au climat particulièrement terrible des déserts, et qui se retrouvent piétinés et humiliés par des colons blancs qui, depuis 250 ans, les traitent comme des animaux. C'est une réalité qui perdure. Je crois qu'elle est très peu connue en Occident. Et j'ai écrit ce livre pour vous faire savoir les souffrances de ces gens et aussi la beauté de leur extraordinaire culture, tout à fait extraordinaire, qui ne ressemble à rien en Occident. Et ces gens sont véritablement mes sœurs et mes frères. Ils m'ont accueilli avec une très grande gentillesse, une très grande bonté, alors qu'ils sont constamment l'objet de mépris et de haine. Il suffit d'être un peu respectueux avec eux pour obtenir des choses magnifiques. Si vous voulez connaître plus sur eux, lisez ce livre. Je pense que vous en apprendrez beaucoup, comme j'en ai appris moi-même depuis toutes ces années. Merci à tous. Merci Jean-François Chabas, voilà, qui n'a pas pu être avec nous. Et Zoé Elouen, vous en êtes bien triste. Hein, on s'est échangé quand je vous ai annoncé qu'il ne pouvait pas être des nôtres. Ah, zut, parce que vous avez adoré ce livre. Donnez-nous quand même votre avis, parce que je voudrais que Jean-François Chabas soit quand même présent autour de cette table. Son esprit, du moins. Bah, franchement, c'est le premier que j'ai lu. J'en ai beaucoup parlé à Elouen. Elle en a beaucoup entendu parler parce que je l'ai vraiment adoré. Il est vraiment resté dans un coin de ma tête depuis. Parce qu'il a un côté science-fiction qui peut être un peu déroutant, mais ça reste un livre pour adolescents qui est très accessible. Mais c'est vraiment une dénonciation des travers de notre société, puisque Jean-François Chabas nous parle des aborigènes, de changement climatique, de racisme et tant d'autres sujets préoccupants qu'on ne peut plus ignorer aujourd'hui. Donc vraiment, je pense que ce livre, c'est un livre nécessaire à lire. Elouen. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Zoé, parce que j'ai trouvé ce livre vraiment poignant. Il ne peut pas nous laisser indifférents face au sort des aborigènes, que ce soit ce qui s'est passé ou encore aujourd'hui. Le fait de suivre les extraterrestres et non pas des humains nous permet de prendre de la distance sur leur sort, tout en gardant les émotions très présentes qu'on ressent à travers le livre. Merci beaucoup. Je vous propose de découvrir une autre sélection. Cette fois, c'est la sélection fiction junior. Et on se retrouve juste après, naturellement, avec de nouvelles autrices et auteurs. On continue notre tour de table de la sélection Pépite avec Edith Azam et Pauline Barzilahi pour Rien à faire. On s'embourbe aux éditions Le Port à Jauny. Edith Azam, vous avez fait des études de lettres modernes en sciences de l'éducation, me semble-t-il, mais vous consacrez vraiment aujourd'hui une grande partie de votre temps à l'écriture et puis surtout à des lectures publiques. En fait, c'est une poétesse que nous recevons autour de cette table. Vous êtes d'accord avec le terme ? Oui, oui. On est ravis, vraiment, on est ravis de vous retrouver. Pauline Barzilahi, alors moi j'ai fait des recherches, alors j'ai trouvé un truc, je dis tiens, ça c'est pas mal. Vous aimez les images, les livres, le bizarre, le dessin, la peinture, la nature, les paysages naturels, les décors en pierre ou en papier, la poésie, les chansons, les spectacles terrestres, bref, vous aimez tout, donc ça va être compliqué de résumer, mais en tout cas vous êtes, ce qui est sûr, illustratrice et vous avez travaillé toutes les deux. Je voudrais avoir votre avis, Zoé ou Elouen, savoir ce que vous avez pensé de ce recueil de poèmes Rien à faire, on s'embourbe.
Donc Zoé. ce recueil, en fait, il est vraiment fait en 3 éléments. Il y a une partie française. Chaque poème est traduit en arabe avec les illustrations donc, de Pauline Barzilai. Moi, je l'ai vu presque comme un ovni. Ce livre, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai l'habitude de lire. Mais j'ai beaucoup aimé. Parfois, il a fallu que je m'attarde sur les poèmes qu'on ne comprend pas du premier coup. Mais quand on y passe un peu de temps et qu'on comprend ce que Edith Azam a cherché à transmettre, à chaque fois, on se rend compte de la beauté de ces poèmes qui marchent en symbiose avec les illustrations. Donc, c'était vraiment une très belle lecture. Eloane. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que on est transporté d'un côté de par les mots et ensuite avec les illustrations, tout ça se mélangeant ensemble pour vraiment nous emporter loin de notre du lieu où on vit, loin de notre réalité. Et donc, il est très plaisant de suivre ça. Alors, une première question ? Alors, Zoé l'a mentionné dans son résumé, mais chaque poème est traduit en arabe. Pourquoi avoir choisi d'intégrer la version arabe et française ? En fait, c'est une volonté de l'éditrice Mathilde Chèvre qui a monté les éditions du Port à Jauny il y a une quinzaine d'années. Tous les livres de cette maison d'édition sont bilingues français-arabe. Elle a vécu en Égypte. Elle travaille avec beaucoup d'auteurs et d'autrices arabophones, mais aussi des artistes qui vivent pas forcément en France. Et du coup, tous ces livres, il y a toujours des ponts. Il se trouve que nous, avec Edith Azam, on est 2 autrices françaises. Donc là, c'est traduit en arabe, mais des fois, c'est mélangé. Voilà. J'adore le nom de la maison d'édition, Le Port à Jauny. Vous savez d'où ça vient ? Non, je vous parle peut-être une colle. Non, vous lui demanderez de ma part. Tiens, en fait, j'ai une question. Pour revenir à ces traductions, Edith Azam, est-ce que ça vous apporte quelque chose de savoir que vos poèmes sont traduits en arabe ? Vous y pensez ou pas ? Moi, j'aime beaucoup. Quand j'écris sur mes petits carnets, j'écris souvent de droite à gauche aussi, en français. Mais, Ah bon ? Oui, parce que j'ai l'impression que ça me censure moins. Le fait de ne pas arriver de façon automatique à me relire, ça permet d'avoir plus facilement un lâcher-prise ou arrêter d'être tout le temps censeur de ça se dit pas, ça se dit. Et du coup, et quand je relis aussi, me relire est difficile. Et quand je me relis, il s'est passé. Et du coup, c'est comme si tout le mécanisme d'apprendre à lire, c'est super dur en fait ce qu'on a fait tous d'apprendre à lire. On redevient un enfant qui est dans l'apprentissage de la lecture. Et même la vocalisation mentale ou réelle vocale de cette lecture à l'envers, ça me fait faire des erreurs parfois de diction, etc., que je trouve d'une richesse folle pour la langue. Et au sens où, quand on zozote, quand on totote, quand on bégaye, je trouve qu'en fait, on invente. Le cerveau, il est super bien conçu pour inventer des mots et se faire comprendre et inventer des réalités. Bref, voilà. Et le fait d'écrire de la poésie, vous avez l'impression que ça vous censure moins que d'écrire en prose ou pas ? Je sais pas. Ce que je trouve de génial en poésie, c'est que c'est basé sur l'énigme. Quand on lit un poème, on est un enquêteur. Et quand on écrit un poème, on écrit une énigme. Et c'est basé sur le rythme de la langue et sur la compression, comme quand César il fait des compressions où le transfert, les hauts peuvent devenir... Et je trouve ça assez génial. Dans un roman, peut-être qu'il faut avoir une langue qui rentre plus dans ce qu'on... En tout cas, au départ, parce qu'après... mettre un code au départ dans lequel tout le monde pourra rentrer, sinon on n'arrivera pas à suivre... ça deviendra fatigant s'il y a beaucoup de personnages de trouver toutes les langues d'oiseaux qu'il y a à l'intérieur. Voilà. À vous, un personnage, un langage. Bon, pourquoi pas ? Alors, comment avez-vous travaillé à la création des illustrations ? Est-ce que c'est un travail en commun ou alors Edith Azam vous a laissé le champ libre peut-être ?
Eh ben oui, complètement. Enfin, en fait, j'ai surtout travaillé avec l'éditrice qui connaît bien Edith et qui avait sélectionné ses poèmes et qui m'a proposé, qui connaissait mon travail et qui m'a proposé de faire les images. Et Mathilde Chèvre, elle avait insisté, elle m'avait dit, moi je préfère prendre des images qui existent déjà dans le travail des artistes parce que j'ai pas envie que ce soit trop illustratif et du coup essayer de faire des liens comme ça. De permettre aux lecteurs et aux lectrices de faire leurs propres liens. Et, sauf que moi, j'ai lu les poèmes et j'ai dit non, mais moi, j'aimerais bien faire les images. Et j'ai un travail, par ailleurs, mon travail plastique, qui est... Je fais un peu d'illustration, mais je suis plutôt dans la peinture, aussi dans le livre. Mais ça m'intéressait d'essayer de créer des images qui soient justement pas trop illustratives. Et... on a réfléchi ensemble à la forme du livre et on a tout de suite vu qu'il y avait quand même un mouvement, un rythme justement dans les textes d'Edith. Et j'avais très envie de... C'est quoi le rythme ? C'est quoi le rythme c'est quoi le rythme d'Edith ? Si c'était une musique, ça serait quelle musique ? Moi, personnellement, il y a un truc qui est très bizarre qui se passe avec tes poèmes, c'est que du coup, j'ai quand même travaillé pendant 1 an sur ces textes. Je les ai lus, j'ai pris des notes, j'ai surtout relevé des mots-clés qui faisaient écho à des choses que j'adore dessiner, qui sont très en lien avec la nature. Le vent, la pluie, la terre, le ciel, enfin... et en fait, à chaque fois que je relisais les poèmes, j'avais l'impression que je l'avais jamais lu. Et il y a 2 jours, on a fait un lancement à la Régulière à Paris, et Edith a fait une lecture de ses poèmes. Et à par moments, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? Je l'avais jamais lu comme ça, j'avais pas compris comme ça. Il y a un truc mouvant, dansant, j'ai l'impression qu'il m'échappe souvent et que j'adore. Et voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi avec l'éditrice cette forme de livre qui se déploie pour créer en fait comme une séquence animée où soit les images apparaissent, soit les textes apparaissent ou disparaissent. Et quand on l'ouvre en entier, on a peut-être pas un film d'animation, mais voilà, la séquence d'images avec le mouvement de la Terre qui monte, quoi. Voilà. Et j'ai aussi une question. Donc, vous avez dit, à chaque fois, vous redécouvrez les poèmes. Et est-ce que vous aurez changé les illustrations à chaque lecture de poème ? Vous dites, en fait, j'aurais dû faire autrement. Je crois pas, parce que je pense que du coup, ça m'a permis de faire des images pas trop collées au texte. Ce qui était la volonté. C'est l'avantage. Oui, voilà. Oui, du coup. C'était pertinent, du coup. D'être sur une approche plus intuitive et plus sensible de ce que je ressentais, de ce que les poèmes transmettaient. Et c'est comme ça que je travaille en général. Donc je suis hyper heureuse que Mathilde m'ait laissé cette liberté et qu'elle ait adhéré aux images que j'ai proposées. Et voilà. J'ai l'impression qu'il s'est passé quelque chose entre vous toutes les deux. Vous connaissiez pas forcément Mais en fait, on s'est rencontrés il y a 2 jours. C'est pas... Ah oui. C'est vrai. Ouais. En fait, on a toutes les deux travaillé principalement avec l'éditrice. D'accord. Et alors, vous êtes déçus de... Bon, vous n'allez pas nous le dire. Mais non, mais on sent qu'il... Je sais pas, il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, c'est rigolo. Je suis ravie de rencontrer Pauline, je la trouve très drôle. Très joyeuse. Vous aussi, dites, je vous trouve très joyeuse. Vous, Edith Adam, qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir vos poèmes illustrés ? Un mystère. En fait, je trouve qu'un livre, ça se fait à chaque fois, et avec un éditeur, et avec plein de personnes autour. J'imagine que je ne connais pas les graphistes. Et là, savoir qu'il y avait Pauline et qu'il y avait toute une carte blanche, j'aime bien ne pas savoir jusqu'à la fin et découvrir le mystère de la création et du partage. Voilà. Ça rajoute du mystère. Parce que vous avez dit que vos poèmes, c'est comme des énigmes. Vous pensez qu'avoir des illustrations, ça rajoute à l'énigme ? Ouais. Ah, ça rajoute, ça résout pas. Non. Une dernière question ? Faut bien la choisir, hein, celle-là. Je pense que je vais laisser Zoé la poser, celle-ci. Oui, ok. Donc c'est surtout pour Edith Azam. On voit de plus en plus l'émergence de nouvelles poésies aujourd'hui. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, avec une poésie très contemporaine et brute comme Rupi Kaur ou Pauline Bilisari en France.
qui écrivent des poèmes souvent juste en minuscules, avec des phrases simples qui vont droit au but. Et votre style m'a fait beaucoup penser. Est-ce que vous pensez que c'est ça la poésie aujourd'hui, une nouvelle vague, peut-être plus brute et plus directe ? Alors là, ce qu'est la poésie aujourd'hui... Puis en plus, en 20 secondes, hein, Edith, hein, Ouais, naturellement. Sinon, on serait En pas tout drôle. cas, c'est super si ça existe aussi comme ça, et que c'est super que ça existe aussi autrement, et ce que ça deviendra. En tout cas, je trouve ça très chouette que la jeunesse s'empare de la poésie aussi. Voilà. Parce que c'est une façon de dire que je fais confiance à la jeunesse. Voilà. Non, mais c'est vrai. Merci infiniment d'être venues toutes les deux nous présenter Rien à faire, on s'embaume chez le Port à Jony. Merci Edith, merci Pauline. Une autre bande-annonce de pépites. Cette fois, je vous amène, on va découvrir la sélection bande dessinée. C'est tout de suite. Nous sommes toujours en compagnie de Zoé et Elwen. On vous présente des auteurs, des autrices qui sont sélectionnés dans la pépite fiction ado. C'est le but de ce dernier café littéraire. Et on va rentrer en zone noire, très noire, avec Sébastien Gendron dans le Collimateur aux éditions Pocket Jeunesse. Sébastien Gendron, vous êtes réalisateur de courts-métrages, de produits pour la télévision aussi. Et vous venez de sortir ce bouquin dans le Collimateur, ce livre, Sébastien Gendron, aux éditions Pocket Jeunesse. Qu'en avez-vous pensé, les filles ? Est-ce que, comme moi, vous avez du mal à fermer avant la fin et que vous avez passé une nuit blanche pour ce livre noir ? Alors, c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup plu. C'est très addictif comme roman. Il se lit très facilement. En quelques jours, c'est plié, même si c'est une journée. Justement, parce que on ne cesse de vouloir tourner les pages du livre pour savoir la suite, pour savoir ce qui va arriver à Gabriel. Que le héros tu nous le résumes un petit peu rapidement ? Oui, alors dans le Collimateur, nous fait suivre Gabriel, un adolescent trimballé de ville en ville par des parents militaires. Il n'a donc pas eu beaucoup l'occasion de se faire des amis. Et là, dans sa nouvelle ville, il se met à fréquenter une bande de garçons pas très fréquentables. On va dire ça comme ça. Et lors d'une sortie ensemble, tout le monde se fait tuer, sauf lui. Et donc, ensuite, il est pourchassé par un homme en noir. Et là, tout commence. C'est super bien vendu. Ah oui, Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sébastien, mais moi, mieux qu'un 4e de couverture. J'achète. Zoé, qu'en as-tu pensé ? Écoutez, moi, c'est Hélène. Elwen l'a lu avant moi et elle me disait lis-le, vraiment la fin est exceptionnelle et c'est vrai. Moi, j'ai pas l'habitude de ce genre de livre noir et sombre, mais j'ai quand même été happée par cette tension, le suspense et les retournements dans votre livre. Et puis évidemment une fin phénoménale, mais on ne spoil pas. Surtout pas, attention. Sinon, ça c'est carton rouge. Alors, on y va pour vos questions. Alors, vous en avez beaucoup. Tout à fait. Donc l'histoire de votre livre se déroule dans une petite ville de milieu rural. Vous parlez beaucoup de l'absence d'activité totale dans ces endroits. Puis moi, en tant que Parisienne véritable, c'est totalement l'image que j'en ai. Donc pourquoi est-ce que vous avez choisi... C'est pas un compliment, je vous le dis. Hein. Quand une Parisienne pense au milieu rural, attention. Non, vous parlez de l'inactivité totale de ces milieux. Donc pourquoi est-ce que vous choisissez ces lieux en particulier ? C'est ce manque d'activité qui vous a attiré ? Alors, c'est pas vraiment un milieu rural, on est dans un espèce d'endroit semi-rural, on est à l'extérieur d'une grande agglomération. Puis moi, c'est là où j'ai grandi. J'ai grandi à côté de Bordeaux, à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux, entre Bordeaux et le bassin d'Arcachon. Et on avait comme ça, c'était une espèce de petite ville qui était en train de faire sa mue, qui était en train de devenir une agglomération de Bordeaux. Donc, on était vraiment entre les deux. Et ça voulait dire, pour les ados qui y vivaient, qu'on n'avait pas envie d'être des cutéreux. Donc on essayait d'avoir un peu une attitude comme ça de gamins de la ville. Donc on se battait en permanence contre cette espèce de dualité. C'est-à-dire on n'était pas complètement branchés
Bordeaux, mais quand même on essayait un peu d'avoir un peu les attitudes de mômes, d'adolescents des grandes villes. Donc c'était ça un peu l'idée de fond. C'est ce qu'on appelle les villes nouvelles. On peut. Alors c'est encore différent, mais parce que les nouvelles villes sans identité en fait. Ouais, alors là pour le coup, si c'était vraiment un grand village qui avait ces deux grands villages qui se sont liés entre eux puis qui étaient en train de devenir une agglomération. Voilà, c'était pas vraiment de la ville nouvelle. C'était une ville qui avait une histoire déjà par ailleurs. Alors, dans votre livre, la chasse est très présente, mais elle est montrée plutôt négativement. Alors, justement, est-ce que vous voulez dénoncer cette pratique de la chasse dans votre roman ? Oui, puis pas que dans mon roman d'ailleurs. Mais oui, je pars du principe Pourquoi pas que dans votre roman ? Parce que par ailleurs, j'écris aussi des romans adultes et c'est vrai que j'ai écrit parallèlement dans Le Collimateur un roman qui est paru à la série noire chez Gallimard et qui aussi fait la part mauvaise, on va dire, au peuple des chasseurs. Et c'est vrai que oui, c'est une pratique qui me heurte terriblement. Et là, c'est pas le Parisien qui parle, c'est le garçon qui a été élevé justement un peu à la campagne. Voilà, je pars du principe qu'à partir du moment où on a quand même des supermarchés, qu'on rase quand même des forêts pour implanter des supermarchés, on n'a pas grand-chose à aller faire avec un fusil en forêt. Et c'est de moins en moins pour se nourrir et c'est de plus en plus pour se marrer entre hommes avec une bouteille dans la poche. On n'y va pas forcément non plus... Enfin, voilà. Je me rappelle de cette anecdote que j'ai vécue à une époque où je faisais des tournages de films et des repérages. On se baladait en forêt avec un type qui m'amenait visiter un endroit pour trouver un décor pour un tournage. Et il m'avait dit, c'est beau, hein. C'est vrai, c'était très très beau. On était dans les Hautes-Alpes. Et il m'a dit, c'est con, j'aurais dû amener mon fusil. J'ai jamais compris exactement ce qu'il voulait dire par là. Mais en tout cas, dans cette promenade en forêt, il lui manquait son meilleur ami qui était son fusil. Et j'ai pas très bien compris à quoi ça rimait. Et ouais, non, la chasse, ça me heurte terriblement. On bouffe de plus en plus du territoire des animaux et on trouve qu'ils sont de plus en plus chez nous. Alors ça justifie l'acte de les tuer. Voilà, bon. Et puis, on ne parle pas de la privatisation en plus Sans compter évidemment derrière, il y a tout un business. Des sentiers qui génèrent du business, naturellement. Absolument. Donc Sébastien Gendron, vous venez de le mentionner, vous écrivez des romans pour les adultes également, mais dans Le Collimateur, c'est un roman noir, mais quand même destiné aux adolescents. Donc à quel moment vous êtes dit que ce moment allait être destiné aux adolescents plutôt qu'à des adultes qui sont peut-être capables de lire des choses plus difficiles ? Merci de cette question, Zoé, parce que je me suis posé la même en le lisant. J'ai dit, mais quel âge ? Parce que vous envoyez du bois quand même, hein, comme on dit. Ça s'est décidé tout de suite. Alors, j'écris pas du tout la même chose que pour les adultes. J'ai fait du roman très noir, mais avec un traitement très humoristique, très acide, très voilà. Bon, il s'est avéré que quand j'ai commencé à écrire en littérature jeunesse, je me suis pas posé trop de questions. Je fais pas rire les gamins, je fais pas rire mes fils, donc je me suis dit, on va pas passer par cette voie-là pour essayer de communiquer avec les enfants et leur raconter des histoires, les enfants, les adolescents et tout ça. J'avais pas écrit pour les ados, encore pas vraiment. J'avais fait mon premier roman était un roman policier avec une intrigue policière. J'ai eu envie de faire un thriller, qui est une littérature que je ne lis pas et que je n'aime pas beaucoup, parce que l'opposition entre le bien et le mal ne m'intéresse pas outre mesure. Mais là, j'avais envie de récupérer les codes du thriller, et comme je n'avais pas envie de le traiter pour les adultes, je me suis dit, je vais essayer de trouver un éditeur qui me laissera aller aussi loin que possible et qu'entendable et qu'acceptable aussi, bien sûr, dans ce domaine-là. Et j'ai trouvé PKJ comme ça. J'ai rencontré PKJ comme ça, Xavier d'Almeida, qui m'a dit, sur les premières lignes de l'histoire, qui m'a dit, bah oui, bien sûr, vas-y, je te fais confiance. Ce qui est pour moi la phrase absolue qu'un éditeur doit dire à un auteur. Et donc, je me suis lancé avec mes propres bornes, mes propres limites, en me disant, voilà, qu'est-ce qui est possible de faire, qu'est-ce qui n'est pas possible de faire, en sachant que j'avais vraiment envie de plonger dans le noir autant que, pour le coup, je le fais en adulte. C'est-à-dire un roman social, un roman qui parle de la jeunesse, mais qui ne parle pas que de la jeunesse, aussi du poids du monde des adultes sur les ados. Donc comment vous définissez ces bornes ? Parce que vous parlez de la chasse, vous parlez de traumatisme lié à la militaire, à la chasse. Comment vous définissez ces bornes pour vous dire qu'est-ce qui est acceptable pour les adolescents ? Du harcèlement. Ce sont c'est les problématiques. Alors, c'est les problématiques sociales qu'on rencontre de toute façon
tous, qu'on soit adulte ou qu'on soit enfant, il s'avère que la plupart du temps, quand même, ça vient du monde des adultes et que ça déborde sur le monde des adolescents. Moi, ce qui m'intéressait, de toute façon, c'était de ne jamais quitter le point de vue de Gabriel. C'était d'être tout le temps en focalisation derrière lui, comme je fais d'ailleurs très souvent avec mes personnages. Je suis derrière eux et je raconte ce qu'ils sont en train de faire. Donc ça, c'était le truc que je ne quittais jamais dans mon idée, c'était ça. Je ne devais suivre que Gabriel, même dans les moments où il n'est pas forcément présent dans l'histoire. Donc pourquoi il est là ? Quelles sont les questions qu'il se pose pendant qu'il est en train de vivre ça? Et ce qui m'intéressait aussi, c'était un découpage dans lequel on est dans l'instant présent et beaucoup des incidents qu'il rencontre le ramènent en arrière et permet au lecteur de découvrir d'où vient ce gamin de 17 ans qui tente de s'échapper et d'échapper à un destin terrible. Eh bien, justement, là, on termine le livre sur une fin surprenante à laquelle on ne s'y attendait vraiment pas. Et alors, je me demandais, par quoi vous commencez? Est-ce que vous commencez en écrivant la fin ou alors vous écrivez d'abord le début du livre? Je ne sais pas si c'est clair. Oui, c'est très clair. Bon, là, évidemment, pour ce livre-là, j'avais automatiquement pensé à la fin avant de l'écrire. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était parce que par ailleurs, j'ai été réalisateur et que je suis scénariste et que j'ai toujours en tête la grammaire des images. Et c'est-à-dire l'image, c'est une grande manipulation. Selon qu'on place la caméra dans un sens ou dans l'autre, vous ne verrez pas la même chose. C'est pas facile de faire la même chose en littérature. Quand on explique quelque chose, le lecteur vous croit aussi immédiatement et on ne peut pas avoir de zone de flou. Et ce qui m'intéressait là-dedans, c'était de raconter quelque chose au départ et de mettre à disposition du lecteur, s'il voulait relire cette première scène en connaissant la fin, des éléments dans le texte même, qui permet éventuellement de voir où est-ce que tout d'un coup le texte a été biaisé et comment en fait il a pu croire quelque chose qui a existé mais d'une autre manière. Tout ça pour pas dire la fin et pour pas la trahir. Mais voilà, vous en êtes bien tiré, je trouve. Oui, hein. Oui, c'est ça. C'est pour ça les filles, attention. On a encore 3 minutes à tenir pour pas dire la fin. Donc, soyons forts. Donc du coup, oui, j'ai pensé à cette. En fait, j'ai écrit cette scène de fin en pensant à cette scène de début, en pensant à cette scène de fin, à comment j'allais en parler et comment surtout le lecteur allait pas dire, et ça c'est le plus important pour moi, ah mais non, mais n'importe quoi, non, ça s'est pas passé comme ça. Voilà, qu'à un moment donné, il puisse dire, ah ouais, en fait, voilà. Alors, vous avez mentionné la combination de votre métier de réalisateur et d'auteur. Donc, comment est-ce que vous arrivez à combiner ces deux métiers? Est-ce que vous incorporez un peu de l'un dans l'autre? Quand vous écrivez des livres, vous pensez à comment vous pourriez le tourner en écrivant ou pas? Alors, comme j'ai abandonné complètement l'idée de faire un long métrage de cinéma et que ça ne me manque pas outre mesure, mais que par ailleurs je reste quand même un peu frustré de tout ça, que j'ai beaucoup traîné mes guêtres sur les plateaux de cinéma, le principe de savoir où est-ce qu'on met sa caméra quand on commence sa journée de travail pour filmer une séquence reste pour moi une manière de fabriquer mes histoires. Donc effectivement, il est là, mon boulot, mes résurgences d'envie de réalisation. Voilà, c'est comment je vais raconter mon histoire, par quel biais je vais la raconter. Et en plus, on est en 2024, ça fait 2000 ans que les hommes sont publiés. Shakespeare est passé par là, on a des grands bouquins, enfin tout a été raconté. Il y a François Truffaut, qui est un réalisateur des années 60, vous avez parlé des années 60 tout à l'heure, qui disait cette phrase qui, moi, est restée. Tout a été filmé, sauf par moi. Donc moi, je pars du même principe. Tout a déjà été raconté, sauf par moi. Et il faut que je trouve le biais dans lequel mon histoire, qui a déjà été racontée 20 fois, va être racontée à ma manière. Merci beaucoup, Sébastien. C'est passionnant. Vous êtes passionnant. Le bouquin est passionnant. C'est dans le collimateur chez PKJ. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. On va maintenant. Nous sommes à ce moment-là du conducteur et c'est le feuilleton de la Grande Ourse qui a été attribué, vous le savez, la Grande Ourse 2024, attribuée à Suzanne Morgenstern, une autrice incontournable. C'est avec elle qu'on vous propose de passer la semaine. C'est le feuilleton de la Grande Ourse et c'est maintenant, oui, c'est marqué dans le conducteur, c'est maintenant. Je trouve pas un livre qui m'a fait grandir parce que je n'ai jamais grandi. Oui, en taille,
en, en largeur, en longueur, mais pas mentalement. Je crois que j'ai toujours l'âge mental de, disons, 14 ans. Donc, et en même temps, tous les livres m'ont fait grandir. Grandir dans la sensibilité, dans l'expérience de la vie. Je vis à travers les livres parce que, écrivain, je suis assise 8 heures par jour à écrire mes histoires. Je ne vis pas vraiment, je vis à travers le papier. J'ai une vie en papier. C'est les dernières minutes du Café littéraire QV 2024. On va les passer, ces dernières minutes, avec vous, Rachel Korenblit et Régis Lejon, pour Celle qui reste aux éditions Court Toujours. Rachel Korenblit, vous êtes une romancière française d'origine québécoise, entre autres. Hein, parce que je crois que vous n'avez pas ça comme origine. Vous en avez d'autres, du côté de l'Ukraine aussi. Oui, mes grands-parents étaient russes, parce que nés en 1900 dans l'Empire tsariste. Mais oui, tout à fait. Et Régis Lejon, merci d'être avec nous. Vous me donnez un petit peu froid, mais apparemment, tant que ça va bien pour vous, ça va bien pour moi. Vous êtes un artiste français, peintre, illustrateur, graphiste et auteur de littérature jeunesse. Et vous êtes ici pour Celle qui reste. Zoé Elouen, racontez-nous Celle qui reste. Alors, Celle qui reste nous replonge dans le mythe d'Antigone, la fille d'Œdipe. Rappelons-nous aussi le mythe d'Œdipe. Le mythe d'Œdipe, donc son père ayant eu comme prédiction qu'il le tuerait et épouserait, donc Œdipe épouserait sa mère, il décide de l'abandonner. Mais Œdipe finit par accomplir son destin puisqu'il va tuer son père et épouser sa mère, avec qui il aura 4 enfants, dont Antigone. Ensuite, donc Antigone, on va suivre Antigone qui est déterminée à ne pas laisser sa famille s'écrouler malgré le destin tragique qui s'est abattu sur eux. Il ne veut pas qu'elle ne se brise encore plus qu'elle ne l'est. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié ce livre parce que déjà, il faut savoir que je suis en spécialité latin. J'ai souvent rencontré le mythe d'Antigone ou le mythe d'Œdipe, et du coup, il m'a plu de suivre Antigone et cette réadaptation, on va dire, du mythe, mais qui nous la présente plus, Antigone, encore plus qu'elle ne l'est déjà, en grande héroïne, mais aussi une femme comme ordinaire, comme tout le monde. Zoé ? Alors moi, je ne vais pas vous mentir, je me suis lancée dans cette nouvelle sans trop connaître l'histoire d'Antigone, donc il faut comprendre que je connaissais que de nom. J'ai beaucoup harcelé Elouen pour comprendre ce qui se passait. Mais grâce au format court de Celle qui reste, des illustrations qui rythment l'histoire, j'ai fini par être très investie dedans. Et finalement, ça ne m'a pas tant handicapé que ça de ne pas connaître l'histoire d'Antigone. Au contraire, ça a rendu ma lecture encore plus plaisante parce que j'étais la seule à ne pas savoir ce qui allait se passer. Allez, on y va pour les questions. Si vous voulez réagir tous les deux sur les avis, sur pas mal. Alors, je ne suis pas très bien placée pour poser cette question, mais est-ce que c'est pas trop difficile de s'approprier le mythe d'Œdipe et d'Antigone après toutes les adaptations qui sont déjà parues ? En fait, je ne me suis pas posé la question parce que si je commençais à me poser la question de ma légitimité, je ne ferais plus rien, je resterais dans mon trou. Tout a été écrit sauf moi, il a formidablement bien dit. Donc, en fait, je pense que pour écrire, il faut être très humble et très orgueilleux. C'est un mélange d'humilité et d'orgueil qui fait que voilà, on peut se croire capable d'écrire l'histoire d'Antigone. Donc ma version d'Antigone entre Sophocle et Anouilh, c'est un peu mon côté orgueilleux. Mais c'est très drôle parce que je suis prof de français aussi, et l'autre jour je leur parlais d'Antigone, je leur parlais d'Œdipe, et je leur racontaisŒdipe, le père, la mère. Mais ils me disaient, mais madame, mais c'est dégoûtant. En fait, c'est une histoire dégoûtante. On est dans l'horrible. On est dans l'inceste. On est dans l'inceste, donc un peu dans l'horrible quand même. Et on est dans la tragédie. Donc l'idée, c'était de rendre ça contemporain.
Comment est-ce que Antigone, qui est une jeune fille, elle a 13-14 ans, elle est contemporaine? C'est plutôt ça mon angle. C'est cette idée qu'elle n'est pas éloignée de l'universalité de ce que vivent les jeunes gens aujourd'hui. Et oui, puisque je vais rebondir là-dessus, on a des passages de famille, comme on peut en retrouver encore maintenant, qui apportent de la modernité, je trouve, des choses qu'on n'avait pas, par exemple chez Sophocle. Ces moments plus intimes dans la famille. On raconte beaucoup le tragédie, voilà, l'inceste et tout ça. Et comment vous arrivez à lui imaginer une réelle vie? Alors je pense que chez Sophocle, on peut trouver justement, c'est le corps de son récit, la tragédie familiale, c'est ce qui nourrit la tragédie grecque. Je pense que j'ai écrit ce texte sachant qu'il allait être illustré. C'est pour ça que je me tourne aussi vers Régis. Je pense que c'est ça qui rend toute la trame de l'histoire. Alors je réponds pas à votre question parce que je suis passée à côté. Comment est-ce que Antigone peut être contemporaine? C'est ça. Oui, est-ce que les dessins de Régis, ils servent à ça aussi? Je pense que les dessins. Ouais. Alors tu pourras en parler mieux que moi, mais. Allez-y, Régis. Ah, pardon. Oui, c'est à vous. Ce qui est très particulier dans ce livre, c'est que le livre est le résultat d'un chemin qui n'est pas un livre au départ, qui est un spectacle. C'est une commande d'une association qui se trouve dans une petite ville qui s'appelle Saint-Gaudens et qui a eu envie d'associer Rachel et moi sur un projet de spectacle, de lecture dessinée musicale. Donc Rachel a écrit spécialement pour ça, sachant effectivement qu'on allait travailler ensemble. Il se trouve que Rachel et moi, on se connaît depuis très longtemps, mais qu'on n'a jamais eu l'occasion de faire de livres ensemble. Et c'est donc cette association qui organise un salon du livre dans cette région, qui s'appelle Vitaminelle, et les personnes de cette association qui ont imaginé nous associer. Donc c'est pas une démarche éditoriale. Et on a fait une petite résidence, très courte, très intense. Alors juste, quand je lui ai dit, c'était au Salon du Livre d'il y a 2 ans. C'était il y a 2 ans. Oui. C'était ici. Ouais. Et je lui ai dit, j'ai écrit le texte assez rapidement, je dois l'avouer, je crois que j'ai mis 3-4 jours à l'écrire, la première version, et je lui ai envoyé. Et d'avant, je lui ai dit, ça va être sur la mythologie, ça va être sur Antigone. Il m'a dit, tu m'as dit... Ah bah, c'est-à-dire que moi, je suis comme vous, mademoiselle. C'est-à-dire qu'Antigone, je connaissais le nom, mais je ne connaissais pas son histoire, évidemment. Oedipe, beaucoup plus connu. Je reçois le premier jeu, mais qui est très proche, finalement, du texte définitif qu'a écrit Rachel. On savait qu'on devait faire un spectacle plutôt pour adolescents et grands, pas pour des petits. Mais je ne m'attendais pas du tout à un texte comme ça. Et je suis dans le métro, sur la ligne 9, en me rendant au salon, et je lis le texte de Rachel sur mon téléphone, et je me prends une grosse baigne. Je suis sonné, je sors du métro, j'arrive sur le salon, et je la croise immédiatement dans les travées, qui me dit « Ah, t'as vu, je t'ai envoyé mon texte, ça t'a plu ?» Ah oui, ça m'a plu. Vous la faites très bien, je trouve. Oui, vous faites très bien, je trouve. Je suis outrée. Ça m'a plu, mais je ne m'attendais pas à ça. Je me suis pris une baigne. Et après, je lui ai dit, mais t'es sûr et tout. Elle me dit, oui, les adolescents connaissent ça très bien, il n'y a pas de problème. Ok. Et c'est comme ça que c'est né. Et évidemment, une fois qu'on a commencé à créer la lecture ensemble, et puis qu'on a vu son impact sur le public, et notamment les jeunes, très vite, on a voulu qu'il y ait une trace de ce travail-là, et c'est de là que il y a une démarche auprès des éditeurs Nathan, avec qui d'ailleurs Rachel a l'habitude de travailler, mais elle peut vous raconter ça. Qu'est-ce qu'Antigone, malheureusement, ça sera la dernière question, mettez encore une sous le coude pour nos invités. Qu'est-ce qu'Antigone a à apprendre aux jeunes filles d'aujourd'hui? C'est quoi la grande leçon d'Antigone à tirer pour les jeunes filles? Déjà, est-ce que les livres servent à tirer des leçons? Je ne sais pas. Bon. Déjà. Et puis, je ne sais pas si j'écris pour donner des leçons. Je crois que Antigone, l'Antigone de Hanoï, c'est une Antigone de la révolte. Celle de Sophocle, c'est celle qui accompagne son père. La mienne, c'est celle que vous voudrez en faire. Enfin, voilà. Elle vous appartient. C'est ça. Et si elle vous appartient, c'est que le texte est
et me semble être allé jusqu'au bout de son intention. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que vous êtes accaparé cette Antigone? Pour ma part, totalement, parce que j'ai lu beaucoup d'autres versions, j'ai beaucoup travaillé dessus, et celle-ci, j'arrivais plus à pouvoir m'identifier en tant que telle. Si ça m'arrivait, voilà, je pense que je serais plus comme elle. Comme votre Antigone, formidable quand même. Votre Antigone. Merci beaucoup, merci à Zoé, merci à Elouen d'avoir autant travaillé. C'était un plaisir vraiment de bosser avec vous. Je voulais remercier, merci à tous les deux d'être venus autour de cette table. Un grand merci à Sylvie, Nathalie, Tristan, mais aussi Sylvain, Christophe et toute la formidable équipe de la télé du Salon. Vraiment, c'est toujours un vrai plaisir de vous retrouver chaque année et de bosser avec vous. Et merci aux auteurs et autrices aussi qui font vivre ce salon. Continuez de rêver haut et fort. À bientôt.